Bonjour et bienvenue sur les plateaux d'Intelligent TV sur le salon Solutions Libres et Open Source 2013. On va parler de responsive design. Alors avec moi, trois spécialistes du sujet. Jérémy Lipp, Bonitasoft, bonjour. Bonjour. Jonathan Rivaland, d'Altorway. Bonjour. Et puis Michael Lombard de Smile. Bonjour. Voilà, donc trois spécialistes du sujet. On va commencer peut-être par redéfinir ce que c'est, parce que bon, tout le monde ne sait peut-être pas forcément de quoi on parle. On parle de mobilité en tout cas, visiblement. Quelle est la définition, Michael, de ce terme-là, terme anglo-saxon en plus? Alors, ça veut dire plein de choses. J'aime bien reprendre la définition de Wikipédia. En gros, elle explique que le responsive web design est un ensemble de principes et technologies qui permettent de faire en sorte qu'une page web s'adapte toute seule, entre guillemets, au device sur lequel on est. Donc l'idée, c'est d'avoir une même page qui va s'adapter toute seule à l'utilisateur, qui va y aller depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur. Après, j'aime bien aussi prendre le point de vue des personnes en bout de chaîne. Typiquement pour l'utilisateur, pour le développeur web, le responsive design, c'est finalement surtout basé sur les media queries, c'est du CSS, et c'est une manière de conditionner des affichages à la taille de la fenêtre. Donc en gros, si mon écran est large, j'affiche ou non tels éléments. Pour l'éditeur d'un site web, c'est surtout une logique un petit peu, on va dire, business, qui est de se dire que je vais construire un seul site web, le maintenir, et avec ce seul site web, je vais couvrir les mobiles, les tablettes, les ordinateurs. Après, pour l'utilisateur final, lui, un site mobile en responsive, c'est pas grand-chose de nouveau. C'est un site mobile qui est plus ou moins bien adapté, néanmoins qui a l'avantage d'être vraiment cohérent avec le site web qu'il connaît, même design, même contenu, mêmes éléments. Donc bien garder ces trois axes en tête, parce que pour chacun des acteurs, ça ne va pas avoir les mêmes impacts. On ne parle impacts. pas de la même chose forcément. Voilà. Ouais. Au niveau, si on essaye de, Jérémy, de refaire un peu l'histoire, c'est venu comment cette évolution vers cette approche? Alors l'histoire, elle est assez récente avec l'apparition de l'Internet mobile. On va pas remonter jusqu'au WAP, mais au moins, disons que depuis la capacité qu'ont eu les premiers téléphones mobiles 3G d'afficher des pages web, c'est d'afficher d'une manière dynamique, donc, comme vous le disiez, donc le contenu d'un site web en fonction de la largeur de l'écran disponible. Et donc ça veut dire pendant longtemps qu'on a essayé de rentrer dans cette logique-là, on a surtout essayé d'adapter des sites web existants, donc prévus pour des écrans d'ordinateurs traditionnels à environ 1000 pixels de large, à des affichages en 300 pixels de large par exemple. Donc souvent, on réduisait des choses, on mettait des choses qui étaient plutôt en colonne, de manière verticale, pour faciliter la navigation de haut en bas. De plus en plus, aujourd'hui, si on veut faire un site qui est complètement responsive, on commence par le mobile, on commence à concevoir la logique d'utilisation qu'on voudrait avoir sur des écrans pas très larges. Et puis on y va par escalier en se disant, voilà, sur un iPhone vertical, comment ça se passe. Ensuite, sur un iPhone horizontal, une tablette verticale, une tablette horizontale. Et puis finalement, on peut même aller au-delà du mobile, puisque le responsive design, c'est aussi s'adapter aux écrans de desktop qui aujourd'hui vont bien au-delà de 1000 pixels jusqu'à 2000 pixels, voire plus sur des technologies qui vont bientôt arriver. Donc voilà, aujourd'hui, c'est s'adapter un petit peu en permanence et c'est permettre aussi, comme on disait, d'afficher un même contenu, d'avoir une même source HTML qui s'adapte en fonction donc, du code CSS qui va interpréter et comprendre comment l'espace est disponible. Alors aujourd'hui, si on essaie de parler un petit peu des besoins aujourd'hui, quand est-ce que je vais avoir besoin de responsive design, Jonathan? Pour quel type d'application? Il y a un type d'application particulier, il y a un type de besoin particulier? Vous employez le terme d'application, c'est à ce niveau-là qu'il y a un enjeu sur l'usage ou pas du responsive design. En gros, dans la définition que disait Michael tout à l'heure, il y avait la notion d'éditeur, d'édition. Et la question, elle se pose comme ça. En gros, est-ce que j'ai envie d'avoir un seul domaine de communication qui sera mon site web et que je vais étendre en fait sur un ensemble de devices via le responsive design? Étendre l'affichage s'entend, parce que dans le responsive design, il n'y a pas une notion d'adaptation des fonctionnalités en fonction de l'outil. Ou au contraire créer un nouvel axe de communication digitale qui serait l'application.
Donc en gros, le responsive design n'est pas rattaché à une application, hormis le cas d'un applicatif web, mais qui est aujourd'hui, de tête, je ne connais pas d'exemple de sites applicatifs web qui connaissent une extension de leur service desktop sur les mobiles. Je pense à Deezer par exemple, ou même YouTube qui en fait passe... alors pour YouTube, c'est un cas un peu particulier, qui a un site web exploitable aussi via responsive, mais qui est surtout une application. Et de même pour les gros éditeurs de sites web, en général, la finalité mobile se fait par des applications. Donc c'est vraiment un choix au niveau de l'éditeur. On a un éditeur de logiciel à côté de nous. La partie mobile, cet aspect-là, justement, pour vous, c'est à quel niveau que ça se joue? C'est important. On a une toute nouvelle version donc, de notre logiciel, qui est un logiciel de BPM à la base, mais qui contient donc un outil de gestion de tâches, un petit peu comme une boîte email, et qu'on a rendu, qu'on a redéveloppé en fait pour s'adapter donc à des affichages mobiles. Alors nous on a une approche qui est non pas de faire du responsive, mais qui est d'avoir des technologies propres, un affichage propre sur le mobile, parce qu'il y a des questions on va dire de bande passante qui se posent également. Donc il y a des technologies qui de plus en plus existent pour le web pour faire des choses intéressantes. Le responsive, je dirais, c'est quelque chose d'assez transversal qui permet à moindre coût faire du mobile, du desktop et de s'adapter un petit peu sans avoir besoin de redévelopper derrière l'infrastructure et on va dire la structure de base des pages. Mais pour un éditeur d'applications métier, c'est vrai que souvent, même si on fait du web mobile et non pas des applications iPhone ou Android, pour autant, on a un certain nombre de contraintes qui font qu'on essaye d'optimiser, d'utiliser des technologies qui sont non responsives, mais qui font aussi appel à des technologies mobiles. Je pense que vous avez tous les deux posé le problème. Le responsive a aussi finalement un impact majeur, c'est que c'est le même site qui va être utilisé pour la version desktop que pour la version mobile. De fait, ça va être les mêmes contenus et les mêmes fonctions. On va pouvoir en masquer certains sur le mobile ou non, mais du coup, la base, le socle va rester le même. Du coup, question, est-ce que mon utilisateur mobile a besoin des mêmes choses que celles qu'il a sur son site web lorsqu'il est en mobilité? Pas sûr. Et a priori, vous avez vous-même fait le choix d'un site web dédié au mobile parce que finalement, les usages ne sont pas les mêmes. Donc le responsive, ça marche bien lorsque l'usager, entre guillemets, mobile a besoin des mêmes choses que sur son site web. Et par ailleurs, tu as aussi abordé le gros mot de la bande passante. La techno responsive, elle permet de masquer des éléments, de conditionner l'affichage. Qui dit masquer dit que tout transite quand même jusqu'au mobile. Donc du coup, on se retrouve avec des pages mobiles qui sont relativement lourdes parce qu'elles embarquent tout ce qui est affiché sur le web pour en masquer une grande partie. Donc je te disais tout à l'heure, j'avais vu des homepages de sites justement cités en exemple, dont les homepages mobiles font plus de 3 mégas, parce que des visuels partout, parce que des sites web magnifiques. Sur le mobile, finalement il n'en reste pas grand chose, mais on s'est quand même pris 3 mégas dans la vue. Alors sur cette question-là, il y a des solutions qui existent. Juste un petit rappel quand même vis-à-vis de ce que c'est le web. Une page web de contenu en soi, en général, c'est moins de 1% de la totalité des éléments qui sont téléchargés. Bon, ça dépend sur des gros sites éditoriaux, le ratio sera peut-être un petit peu différent. Mais en gros, le contenu efficace d'un site web, c'est 1% de son poids total. Donc effectivement, entre une version desktop et une version mobile, il y a une perdition attendue de la part de l'utilisateur qui ne se fait pas en fait avec les moyens natifs présents aujourd'hui, que sont les media queries, donc via CSS. Ceci dit, il commence à exister des solutions via le serveur en sniffant en fait l'user agent, en repérant quel type de navigateur, et quel type de résolution donc il emporte, pour effectuer des traitements au niveau serveur qui allègent finalement le poids du contenu délivré vers le mobile. Mais du coup, tu complètes le responsive qui est une solution front avec une solution aussi serveur qui justement règle ce problème, quoi. Alors il se trouve qu'il y avait une spécification du W3C sur la question qui était d'enrichir les media queries avec une notion de bande passante, mais ça posait des vrais soucis fonctionnels au quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans un comportement de mobilité, on n'a pas tout le temps accès à la même source d'internet, et éventuellement dans certains cas un peu limite de déplacement, on se retrouverait avec une bande passante vraiment réduite et pas représentative finalement des possibilités du device.
Et le W3C a trouvé ça un petit peu risqué au niveau de la dégradation que ça pourrait mettre en place. Donc il n'y a pas de recommandation officielle sur cette question-là, mais effectivement c'est un des enjeux, un des prochains enjeux du responsive, à savoir la livraison d'un contenu adapté cette fois-ci et pas seulement esthétiquement réadapté. Ouais, c'est pas juste un réhabillage voilà. pour rentrer dans l'écran, on va dire. Au matériel, tout à fait. D'accord, donc ça, si on parle un petit peu du futur autour de cette technologie, qu'est-ce qui va, dans les 2 à 3 années à venir, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette approche? Le responsive permet de couvrir aujourd'hui smartphone, tablette et ordinateur. On peut imaginer que demain, sur des Google Glass ou sur des montres d'un côté et même sur des téléconnectés, on ait envie d'utiliser la même chose parce qu'on ne va pas exiger des éditeurs de faire un site pour la montre, un site pour les glaces, un site jusqu'à la téléconnectée. Maintenant, pour ça, il va falloir vraiment régler les problématiques pour moi de bande passante et d'affichage. Et puis surtout se poser la question de la conception parce que même si on a une belle page web qui couvre tous les devices, il faut quand même concevoir et choisir les contenus et les fonctions. Et là, on ne va pas y couper, il va falloir réfléchir à la montre jusqu'à la télé connectée et se poser la question, quels usages, quel contenu je veux mettre, qu'est-ce que je veux afficher. D'accord. À mon avis, l'approche qu'on a du responsive design aujourd'hui, elle est historique. Encore une fois, on vient de l'HTML, on vient ensuite de l'XHTML, on vient du CSS, on vient des médias query, etc. La question vraiment de la superconnectivité ou de la transconnectivité, en tout cas l'utilisation multi-device, au-delà de son smartphone ou de sa tablette, donc téléconnecté, en fait, n'importe quel type de device, repose la question du responsive. Et pour moi, en fait, si je devais me faire devin d'ici 2-3 ans, ce qu'on aurait, c'est des sites web vraiment limités en termes de contenu, qui identifieraient d'abord le type de device avant d'aller chercher sur le serveur quel type de contenu lui donner. Et je pense notamment là, à l'exemple des Google Glass, qui va être un sujet omniprésent d'ici très peu, qui ont des fonctionnalités qui leur sont vraiment spécifiques et qui du coup il va falloir cibler comme aujourd'hui on cible une résolution. Et que du coup ça va apporter de nouvelles problématiques et nouvelles solutions pour le responsive. Parce que oui, effectivement, moi je suis complètement d'accord là-dessus. On va avoir une gamme d'écrans qui va être de plus en plus large. Donc des spectres, un spectre aussi avec des gammes dans lesquelles finalement on va peut-être retrouver pour finalement arriver à afficher, à s'adapter correctement à cette démultiplication de typologies d'écran. Le responsive design, ce sera une des réponses parmi d'autres technologies. Ça va peut-être permettre d'afficher dans des gammes entre 1000 et 2000 pixels, peut-être qu'entre entre 50 pixels pour une montre et 300 pixels pour un petit téléphone, on utilisera d'autres technologies. Je pense c'est une technologie et que la réponse à une problématique, c'est un ensemble de technologies qui se combinent les unes avec les autres pour permettre de la fluidité dans l'affichage et de ne pas frustrer les différents utilisateurs en fonction du terminal qu'ils vont utiliser. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur le sujet. Bon salon, bonne continuation. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci.